Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Alors, la séance est déclarée ordinairement constituée à 19 heures. Adoption de l'ordre du jour, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour. Par conséquent, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. De la séance ordinaire du 10 décembre 2024, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 concernant le budget. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 à 20h31 concernant le budget et renoncent conséquemment à sa lecture. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 concernant le budget soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024. C'est la même journée, mais c'est parce que c'est une réunion qui a eu lieu quelques minutes après l'adoption du budget. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 à 20h37 et renoncent conséquemment à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 soit adopté et signé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. On est rendu à la première période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, j'invite les personnes intéressées à poser des questions sur les sujets de l'ordre du jour. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit. Des citoyens participent par Facebook à la séance. Je tiens à rappeler que la séance est diffusée sur les réseaux sociaux et les citoyens se présentant au micro sont avisés que leurs renseignements personnels tels que leur nom, adresse et email sont aussi diffusés au public. Alors, on va commencer avec les questions dans la salle parce qu'on en a reçu aussi une par courriel. Oh, je ne pense pas qu'il soit allumé. Élie Forêt, résident de Rigaud, au 168 chemin Bourget à Rigaud. Ma question porterait sur le point 10.4 pour le règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Donc, on parle de la maison Charlebois, là, pour ceux qui ne le savent pas. Là. En fait, c'est la zone 158. Oui. Donc, P158, ça ne concerne pas seulement ce terrain-là, là, ça concerne aussi un terrain vacant à côté et une propriété privée. Donc, ma question, c'est assez simple. C'est par rapport au P158, c'est zoné institutionnel. Présentement, la compagnie qui va utiliser, dans le fond, ce bâtiment-là, c'est du co-living, je pense. Tout le monde, vous savez c'est quoi à peu près du co-living? Donc, ma question s'adresse principalement au conseil. Est-ce que vous avez étudié justement l'aspect communautaire d'une entreprise privée qui propose du co-living puis de la location courte durée? En fait, le règlement, là, c'est pour changer, dans le fond, pour rajouter le H3, là, le multilogement. Oui. Donc, peut-être que Mme Rivard pourrait en dire plus, parce que la question aussi sur courriel, là, ça a rapport aussi avec cette résolution-là. Là. Donc, votre question, c'est à savoir si le Conseil a utilisé le co-living dans l'analyse de cette demande-là. Mm-hmm. En fait, la façon comment ça a été présenté, effectivement, là, il y avait la notion de communautaire, là, de mémoire de ce qui était demandé. Oui. Cependant, la façon comment ça a été étudié, c'est venu, dans le fond, on est venu autoriser
l'usage multifamilial. Donc, ça ne vient pas nécessairement aborder la notion de co-living. Là. Donc, ça, c'est plus la façon comment que le bâtiment est utilisé, là, mais c'est vraiment de regarder le nombre de logements par rapport au terrain. Je m'excuse, ça griche, là. Ah, OK, je m'excuse. Donc, c'est ça. Donc, l'aspect co-living n'est pas vraiment présent dans le règlement de zonage. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas étudié de ce sens-là. OK, je vais juste poser une autre. Ça devrait fonctionner. Un, deux, oui. Donc, parce qu'en fait, si je me réfère au communautaire institutionnel dans votre zonage, ça dit qu'évidemment, sont de cette classe d'usage et les activités publiques offrant les services à la population dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, des sports, de la santé et ou des activités culturelles de nature communautaire. Usage permis, point 4.4.1.2, usage permis. Il y a une liste exhaustive des choses qu'on y trouve. Ça part de la bibliothèque et ça finit par un incubateur d'entreprises et services aux entreprises. Moi, personnellement, c'est plus comme ça que je le voyais pour cette entreprise-là. Donc, j'essaie, dans le fond, de comprendre comment ça peut s'inscrire dans le zonage communautaire institutionnel. Bien, en fait, c'est que faut regarder par rapport à l'affectation. Donc, dans le schéma, il y a différentes... Ça, c'est le schéma de la MRC. Donc, on a différentes... comme le territoire, il y a des différentes zones. Puis, à ce moment-là, c'est comment que la planification en fonction des usages qu'on souhaite y avoir. C'est un document de planification. Ce n'est pas opposable aux citoyens. Donc, c'est pour ça qu'on a le règlement de zonage. Puis là-dedans, on a des usages qui sont autorisés par zone. Donc, là, ici, pour cette demande-là, c'est de venir ajouter un usage. Là, à ce moment-ci, c'était du résidentiel, donc du H, je ne me souviens plus, la 3. Donc, c'est ça qui est venu, qu'on est venu autoriser. Donc, on peut le faire, là, pas parce que la zone, elle était principalement communautaire, qu'on ne peut pas venir ajouter un usage si on est toujours concordant là, avec le schéma. Il n'y a pas de souci, on peut l'ajouter. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Dans le fond, c'est pas que je suis contre. C'est vraiment l'idée, dans le fond, que les gens comprennent que c'est une entreprise qui va vendre qui va louer, des logements courte durée. Bien, dans le zonage, il n'y a pas cette notion-là. C'est vraiment de l'habitation là, multifamiliale. Oui. Donc, c'est un peu comme le même principe qu'un condo locatif. On n'a pas ça, nous, dans notre zonage. Oui, jusqu'à fond, moi, je questionne vraiment au niveau communautaire, dans le zonage. Il n'y en a pas beaucoup des logements, du zonage communautaire. Là, on pourrait parler du Collège Bourget, ici, de l'Hôtel de Ville. Donc, quand moi, disons, je suis un investisseur, puis je décide de convertir un édifice communautaire public, institutionnel, en logement locatif, je me pose la question si le conseil a bien pris connaissance de ça. C'est plus ça, dans le fond. C'est plus parce que c'est quand même un bâtiment patrimonial à Rigaud, puis je pense que c'est d'intérêt public, là, je pense, là, que ce bâtiment-là reste communautaire. Quoique je ne suis pas contre l'idée de co-living. Mais aussi, notre règlement de zonage est assez vieux. Il faut le revoir éventuellement. Donc, toutes les nouvelles façons là, de traiter l'urbanisme, là, donc les nouveaux usages, il n'y en a pas vraiment. C'est pas vraiment à la mode du jour. Là, donc, il faut venir adapter un peu en fonction de notre règlement actuel. C'est la façon que, à l'interne, là, comment ils ont analysé le dossier, que c'était la meilleure façon pour répondre aux besoins. Donc, vous me dites qu'il n'y aura pas besoin d'un changement de zonage? Oui, il y en a besoin d'un parce qu'actuellement, c'est principalement au niveau de l'usage institutionnel, là, oui. OK. Puis est-ce que ça ne prendrait pas un référendum pour changer le zonage, l'affectation d'un bâtiment? Oui, ça va venir. Là. Dans le fond, il y a eu une consultation publique. Puis après ça, là, il va y avoir les étapes habituelles dans la loi qui est prévue. Si, comme on parle d'un usage, effectivement, là, c'est susceptible d'approbation référendaire. Il va y avoir les avis là, en ce sens-là, là, oui. Okay. Mais c'est la zone concernée, les zones contiguës. Oui. C'est pour ça, dans le fond, que je m'adresse un peu aux deux, l'administration puis au conseil. C'est parce que j'ai l'impression que la consultation publique a pas été... Je sais qu'elle a été publiée sur le site de la Ville, là, mais malheureusement, votre site est un peu comme les méandres de... C'est un peu compliqué, il n'est pas très convivial. Donc, je n'ai pas l'impression que ça a été public. Puis c'est vraiment... Moi, je pense que c'est un bâtiment qui
qui est majeur à Rigaud, puis on aurait intérêt, je pense, à faire un exercice là, vraiment démocratique à ce sujet-là pour savoir quel usage qu'on devrait en faire. Puis, pour ma part, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ça a bien été saisi par la population. C'est mon commentaire aussi en même temps sur ce point. Et aussi, Excusez-moi, Oui. est-ce que vous me permettez d'ajouter quelque chose? J'attendais juste que... Juste pour mentionner, vous avez mentionné location court terme, OK? Location de type Airbnb n'est pas permis dans cette zone-là, je sais. OK? Donc, le court terme, Ouais. ça va là prendre un bail. Donc, ça va être plus de la location annuelle là, pour les logements qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Est-ce que vous avez regardé le profil de l'entreprise sur Internet? Oui. Donc, vous avez vu, dans le fond, qu'ils font aussi du court terme? Oui, mais ça ne sera pas autorisé ici C'est ça. parce que le zonage, le règlement ne le permet pas Oui. Donc, à cet endroit-là. Ben, ça, c'est un très bon point. Là. Je vous remercie de le ramener. Puis, excuse Charles, tu savais de quoi dire? Oui, en fait, c'est parce que vous avez posé la question, est-ce qu'on a été saisi de ce dossier-là au Conseil? La réponse, c'est oui. On a, moi en tout cas, pour ma part, puis mes collègues aussi, là, on a eu l'occasion d'en parler puis d'échanger là-dessus. Il y a eu une consultation publique où, effectivement, je pense qu'il n'y avait pas de citoyens dans la salle, là, mais il y a, comme notre directeur général par intérim le mentionnait, là, un processus référendaire qui est prévu dans la suite des choses. Peut-être que vous pourriez, je ne sais pas si on peut donner la date, les principales dates, là, parce que je pense que ça serait important, puis j'apprécie beaucoup votre commentaire à l'effet que c'est important que la population, les citoyens puissent s'impliquer là-dedans puis donner leur opinion. La prochaine fois, on va essayer de publier mieux notre avis de consultation publique, mais pour ce qui est du processus référendaire, est-ce qu'on pourrait s'assurer de bien informer les gens avant la date limite là, pour le processus référendaire? Mais comment on va faire, vu que la consultation publique est passée, là, comment on fait pour informer les citoyens qu'il y a ce processus-là sur le sujet, puis que les gens puissent comprendre c'est quoi le sujet dans des mots clairs? Mais en fait, c'est sûr que nous, on s'assure toujours de respecter la loi. Donc, pour les avis publics, c'est sur notre site Internet. Donc, il faut vraiment là, être à l'affût, aller voir sur notre site Web, directement dans la section des avis publics. Donc, je conseille d'aller voir régulièrement. Et puis, l'autre façon de publier, c'est en fait de l'afficher à la réception de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est sûr là, que c'est beaucoup mieux d'aller voir là, directement sur notre site Web. Il n'y a pas de publication qui est faite automatiquement sur le Facebook de la Ville. On essaie là, de le faire le plus souvent possible quand c'est des enjeux assez importants. Mais concrètement, là, nous, nos obligations, c'est vraiment le site Web. Donc, c'est l'endroit à privilégier là, pour aller voir nos avis publics. Oui, puis juste pour me mentionner, Mme Rivard, elle a mentionné que c'est un changement de zonage, donc c'est seulement les gens interpellés qui sont autour de cette zone de zonage-là. Donc, ce n'est pas un appel à la population, c'est vraiment les gens ciblés autour de ce secteur-là qui peuvent seulement demander un registre, déposer leur nom pour le registre. Là. Donc, ça, c'est une précision, là, parce que je ne veux pas non plus que tout le monde vienne ici pour faire un appel, mais quand c'est des zonages seulement, c'est des gens et voisins. Puis si ça ne marche pas, je vais juste corriger, normalement, c'est avec un pourcentage d'habitants versus le nombre qui viennent, hein, avec un pourcentage qui est établi. Oui, exactement. Il y a un calcul qui est fait là, pour chaque zone, en fait. Là. Puis, dans la vie publique, habituellement, il y a un croquis vraiment des zones et des personnes là, qui peuvent venir là, signer. Ouais. Donc, il faut vraiment aller les... Oui, la fois, je ne voulais pas... Donc, non, mais c'est juste pour dire que ces gens, comme vous avez mentionné des bons points, mais les gens ne se sentent pas non plus de dire « Ah, mais ça ne me donne pas la peine de venir, je ne peux pas voter. » Mais non, c'est tout calculé en considération versus les habitants. Fait que si les gens de ce coin-là, s'ils ont vraiment un enjeu, mais c'est leur droit de venir signer, de s'assurer, de vérifier ça. Puis là, Mme la mairesse a mentionné les dates. Le registre va être à l'Hôtel de Ville. Donc, les gens autour de la maison Charlebois, même vous pouvez venir demander à l'Hôtel de Ville disant est-ce que je fais partie de la bonne section. Puis on va vous répondre. Bien, très bien, merci beaucoup. Merci. Michael Falkenstein, 208 chemin de Haut-de-la-Chute, toujours au même sujet. J'imagine les questions que j'avais envoyées ont été lues et répondues. En fait, on voulait vous répondre ce soir. Ah, c'est parfait. Habituellement, quand on envoie les questions
par courriel, Oui. ben, on répond aux questions si ça touche les sujets à l'ordre du jour en première période de questions. OK. Donc, si vous voulez, on va répondre à vos questions que vous avez envoyées ou si vous voulez les poser directement. Moi, je peux les poser aussi directement. Il y avait 3 questions que je me posais par rapport à ça. Premièrement, vous avez voté un premier projet au mois de décembre qui avait exactement le même contenu. Il y a un seul changement qui a été dans le second projet maintenant. C'est-à-dire vous augmentez le rapport plancher-terrain de 0,2 à 0,50. Pour moi, dans mon AFT, ça veut dire que 50% de la superficie totale sont constructibles. Juste ou pas juste? Madame Rivard. En fait, c'est un peu technique, donc je vais essayer de faire ça le plus simple possible, là. Dans le fond, on a différents rapports aux coefficients là, qui sont identifiés dans la grille, mais vous faites référence au rapport plancher-terrain. Puis ça, dans le fond, le rapport plancher, c'est au niveau de la somme des superficies des étages. Ça veut dire que si on a 4 étages, ça ne compte pas le sous-sol, là, normalement. Donc, si on a 4 étages, par exemple, c'est l'ensemble, la somme de ces superficies-là divisée par la superficie de terrain. Donc, ce n'est pas 50% du terrain qui peut être construit, mais c'est au niveau de la superficie des planchers. Donc, les planchers, les différents étages sont additionnés. Donc, si je reste dans ma logique, qu'est-ce qui est constructible au sol? Ça veut dire 50% divisé par 4, puisqu'il y a 4 étages permis. Correct? Normalement, oui. Il faudrait regarder. Il y a différents autres rapports à prendre en considération, là, mais pour ce rapport-ci, effectivement, c'est ça. C'est ça le calcul. Et donc, ce changement-là, pour le bâtiment existant, n'était pas nécessaire. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Est-ce que ce changement de rapport plancher-terrain est suite à une demande de lotissement, de permis, de n'importe quoi par rapport à ça? En fait, la demande initiale, là, ce changement de zonage-là, cette demande-là provient de deux personnes. Donc, ce n'est pas de l'initiative de la Ville, mais c'est une demande de modification de zonage qui a été faite. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande, a trouvé que c'était une bonne idée là, par rapport aux différents objectifs à atteindre. Donc, notamment au niveau de nos cibles de densité, qu'on doit atteindre une certaine cible. Donc, il y avait ça d'un premier niveau, mais également cette typologie-là qui est demandée, là, le multifamilial, d'avoir un rapport aussi bas ne permettrait pas d'avoir le 4 étages. Donc, c'était juste pour avoir une meilleure cohérence par rapport à l'usage qu'on va autoriser maintenant. OK. Donc, sur ce terrain qui, au total, fait 84 000 mètres carrés, plus ou moins, avec le rapport plancher-terrain, il y aura, calcul rapide de la tête, plus ou moins 10 000 mètres carrés qui seront constructibles hors voirie qui est nécessaire. Correct? Oui, mais il y a d'autres points aussi à prendre en considération. Ce n'est pas la seule norme non plus là, qui est dans cette grille-là. Il y a différents rapports qu'il faut prendre en considération, notamment, il y a toujours une emprise au sol là, maximale, souvent. Des minimums, des maximums. Enfin, en principe, on est là, quoi, hein, quand même. Donc, oui, c'est un projet d'assez grande envergure, j'imagine que vous admettez ça. Donc, c'est intéressant pour la ville de Rigaud, certainement, en termes de revenus fonciers, de développer ce genre d'affaires. Mais c'est un terrain aussi, et là, je reviens un peu à ce que mon prédécesseur a dit, un intérêt patrimonial. Il y a une grande forêt d'arbres matures, un boisé, pas une forêt, un boisé. Ça fait connexion un peu entre le parc existant et le Mont Rigaud, plus ou moins, en termes de connectivité entre différents milieux environnementaux. Qu'est-ce qui est prévu pour protéger ce boisé? Je vais laisser les conseillers répondre parce que c'est plus niveau politique. Là. Bien, en fait, on nous l'a expliqué souvent, là, quand on voit des projets ou quand on voit des constructions, souvent, les élus demandent à ce que la majorité des arbres soient conservés. Mais ici, à la Ville de Rigaud, la réglementation n'oblige pas le citoyen, dans le fond, lorsqu'on émet un permis,
d'empêcher la coupe d'arbres. Donc, s'il y a besoin d'un périmètre, ben, il va couper qu'est-ce qu'il y a besoin. Maintenant, c'est sûr que ça a été un grand sujet de conversation, de protéger l'espace. En tout cas, Kevin il a mentionné que ça serait bien de faire un moratoire là, pour la bande qui nous appartient ou qui pourrait protéger, dans le fond, la percée vers le parc. Mais si on donnait un permis de construction, on ne pourrait pas empêcher la personne de couper qu'est-ce qu'elle a besoin de couper, là, présentement. Présentement, oui. C'est pour ça que je demande, avant de voter un tel changement, on aurait pu voter, par exemple, un changement au PIA en spécifiant que la coupe d'arbres sur cette zone-là n'est pas permise. D'ailleurs, j'ai une question par rapport au PIA, parce qu'il y a quand même un PIA qui s'applique à ce terrain-là. Exactement. Maintenant, ce PIA ne dit pas grand-chose. Il protège le point de vue remarquable. C'est tout. D'ailleurs, il est mal renseigné parce que dans le PIA, entre guillemets, c'est le point 3 et dans les notes, c'est le point 1. Je vous le signale juste, ça sera peut-être bon de le corriger. C'est un document qui roule depuis des années, là. C'est arrivé avant même que je sois conseillère municipale. Donc, ça fait des années. Il serait peut-être à revérifier. Quand on fait déjà un deuxième changement, ben, autant de faire correctement le changement et de faire juste ce petit point-là. Oui, pardon. En fait, j'aimerais ça juste rajouter, au niveau de la protection des arbres, le PIA permet certaines choses. C'est un règlement à caractère discrétionnaire, donc ce qui veut dire qu'on ne vient pas obliger certaines choses. C'est une appréciation du conseil. Puis du CCU, bien évidemment, là, il y a un aspect recommandation. Mais si l'objectif, c'est de protéger les arbres, on va le faire avec un règlement de zonage restrictif ou même il y a des différents documents là, qui peuvent, en vertu de la loi, là, qu'on a d'autres outils. Mais le PIA, ce n'est pas le bon outil. Il faudrait d'abord avoir des normes beaucoup plus restrictives au niveau du zonage. Donc, ça serait l'étape à faire là, avant d'envisager de changer le PIA. Merci pour cette précision qui est précieuse parce que justement, je vais alors reformuler ma question. N'arrêtons pas le PIA, mais faisons un changement de règlement de zonage tout de suite, correctement, en protégeant les arbres. Voilà ma demande. Donc, je pense que la logique des choses devrait être un peu inversée parce qu'une fois qu'on a permis et les permis sont rentrés, les demandes de permis, là, on ne peut plus les refuser puisque les règlements sont existants. Donc, autant d'abord changer et de faire un règlement plus restrictif, comme Mme Rivard explique si bien, comme moyen législatif. Je vous invite très fortement de faire ce pas-là, parce que ça me paraît quand même important, quoi. Je veux dire, c'est un terrain quand même d'une certaine valeur patrimoniale, architecturale, mais aussi comme environnement conservé. Donc, je vous invite très, très fortement de faire quelque chose pour ça. Aujourd'hui, dans le fond, ça se trouve à être le second projet de règlement. Donc, on n'adopte pas aujourd'hui le règlement. Donc, Charles voulait rajouter quelque chose, peut-être? Bien, en fait, dans les discussions qu'on a eues, on a parlé de ce point-là spécifiquement. Puis, Mme Rivard, j'avais compris que avant qu'un tel projet puisse être réalisé, on a encore des occasions de modifier les façons de faire pour éviter que ça soit si jamais on craint pour la coupe excessive d'arbres. Bien, il est certain qu'en ce moment, on navigue avec notre règlement actuel. Donc, mais ça, c'est partout à l'échelle du Québec là, que les normes sont vraiment pas... à la prairie, je l'avais vécu, là, donc qu'il y a eu une coupe d'arbres massive, puis notre règlement n'était pas assez restrictif. On a fait des modifications. Là, c'est sûr qu'en application, c'est plus difficile là, d'avoir des normes par rapport à l'abattage des arbres, mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il faut le travailler. Mais actuellement, il faudrait revoir là, certaines de nos normes. Mais on a quand même le PIA que, dans une certaine mesure, dépendamment du critère, si on est capable de le rattacher à un critère, on peut quand même naviguer là-dedans, mais à l'heure actuelle, notre zonage, il faudrait qu'il soit peut-être revu. Alors, en fait, terminant, si on veut s'assurer d'avoir le contrôle sur ce sujet-là, est-ce qu'il faudrait, comme suggère monsieur,
modifier le règlement avant d'adopter le règlement final sur lequel on est en train de travailler, le changement d'usage, d'ajouter l'usage En fait, multifamilial? on a déjà des normes assez minimales, là. On peut quand même, il y a quand même quelque chose, là. C'est juste qu'il faudrait le peaufiner. C'est certain qu'il n'y aura pas une pile d'un matin à cet endroit-là. Donc, puis également, on a une révision des règlements envisagés. Donc, c'est en fonction de notre stratégie. Est-ce qu'on y va maintenant ou après, là? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le schéma de l'aménagement de la MRC a été révisé. Donc, on a un délai pour faire la modification. Donc, ça pourrait faire partie là, de ces travaux-là, mais c'est toutes des stratégies à réfléchir. Si j'entends très bien ce que vous dites là, je trouve ça très important que cette réflexion soit dans l'air. Donc, ma question, enfin ma logique à moi voudrait que clairement il y ait un moratoire sur un permis sur ce terrain-là. Un moratoire immédiat jusqu'à ce que ces choses-là soient réglées, n'est-ce pas? Et ma question est, je revenais là, donc si j'ai bien compris, il y a 2 personnes qui ont introduit des demandes par rapport au développement de ce terrain-là. Je comprends que vous ne voulez pas mentionner les noms ici, vous ne pouvez pas peut-être, mais peu importe. Je veux dire, il y a donc des demandes de lotissement, des demandes de permis de construction, c'est quoi au juste? Je ne pense pas qu'on peut aller dans ce niveau de détail-là, mais logiquement, si vous regardez les lots actuellement, il n'y a pas vraiment possibilité de lotissement. Donc, il y a des différentes normes là, à respecter. Ce n'est pas une grande zone non plus. Donc, c'est vraiment pour... Changer le zonage. Exactement. En fait, la demande qui a été faite, c'était de changer le zonage. Puis, quand on a une demande faite par n'importe quelle personne, ce n'est pas un groupe ou c'est pas... la ville se penche, ça passe à un processus du CCU, c'est vu en CCU, c'est vu par les élus. Puis, après ça, le projet de règlement y est monté par rapport à la demande, mais il aurait pu être complètement mis de côté en disant non, nous, on n'est pas intéressés à ça. Mais les élus ont trouvé que c'était une bonne idée, donc on a travaillé sur... on exclut la personne qui parle, c'est pas moi qui écris le règlement, là, mais... Non, je comprends ça. Donc on est rendu aujourd'hui au second, donc c'est pas encore terminé. Il y aura après ça, au mois de février, l'adoption du règlement. Là, c'est le second projet de règlement. OK. Donc, je comprends que vous êtes intéressé par ce qui est proposé là. C'est quand même un terrain de 8 hectares, hein, donc c'est pas si petit que ça, avec un boisé qui vaut en termes d'écologie quelque chose, avec un bâtiment patrimonial, même s'il n'est pas classé, mais c'est quand même un bâtiment marquant de Rigaud, on va dire comme ça, hein, dans un sens ou dans l'autre, mais il est là, et il représente quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est protégé dans le PIA comme point de vue remarquable. Est-ce que vous ne pensez pas que ça justifierait un PPU peut-être? Ce genre d'affaires, c'est-à-dire une vraie consultation publique avec des vraies interventions et un processus démocratique qui est ouvert. Et, question subsidiaire, est-ce que vous êtes convaincu de ce projet-là? De quoi avez-vous peur de le partager avec les citoyens? Mettez ça dans l'infolettre, vous dites « Ah, super, on est content parce qu'on a un projet ». En fait, le projet n'est pas accouché, là. En fait, c'est une demande de changement de zonage pour rajouter du multilogement H3. Donc, ça, c'est la demande initiale qui a été faite. Les élus ont vu, le CCU a vu la demande, en fait, a étudié la demande. Le secteur, près des institutions d'enseignement. Donc, on est rendu au premier projet. Là, on a eu la consultation publique. On est rendu au deuxième projet. Puis là, on essaie du mieux possible de répondre à votre question, mais à la base, c'est une demande de fait pour un changement de zonage. OK, c'est pour ça que je demande si ça ne justifierait pas un PPU dans lequel un projet est là, présenté, et
on parle sur quelque chose de concret. Parce qu'ici, on fait un changement de zonage pour du multifamilial qui permet de construire des bâtiments de 18 mètres de haut, de 4 étages, sur une surface totale de 10 000 mètres carrés, plus ou moins. Hein. C'est pas rien, quoi. Je veux dire, au pire des cas, Je suis on d'accord avec vous, pourrait te mettre Monsieur des Frankenstein. blocs en béton, paf, paf, moche comme tout, et on devrait vivre avec ça pendant des dizaines d'années. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Fleckenstein. OK? C'est juste qu'on a un processus qu'on doit suivre, puis on est rendu aujourd'hui au deuxième projet de règlement. Le processus, c'est ça. Maintenant, si les élus décident d'arrêter pour justement voir si on est capable de changer la réglementation par rapport à la coupe d'arbres, c'est possible de faire. C'est les élus, dans le fond, qui vont décider où est-ce qu'ils veulent s'en aller, là, suivant l'adoption du second projet. Là. Ouais. Mais d'un autre côté, vous êtes dans un processus, mais rien ne vous oblige de changer un règlement de zonage. Non, Le P rien 158, donc vous avez démarré un truc sans connaître les tenants et aboutissants. En fait, oui, on connaît les tenants et les aboutissants. On va avoir du multilogement. Fait qu'on connaît cet aspect-là. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec le processus. Mais on vous entend, M. Fleckenstein. OK. C'est sûr et certain. On entend M. Forêt aussi. On essaie du mieux possible de répondre à votre question ou à vos questions. OK. Je rejoins Élie dans ce qu'il a dit. Un peu plus de transparence dans l'annonce des consultations publiques, des référentes. Je comprends, Mme Primo, que vous respectez parfaitement la loi. Très bien, évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement non plus, sinon on pourrait vous attaquer. Mais ici, la demande, c'est d'un peu de démocratie participative. C'est-à-dire, on n'annonce pas ça dans un coin quelque part et sur un site Internet le mieux caché possible. On a une infolettre qui passe toutes les semaines ici. C'est le genre de choses qui a sa place dans une infolettre que beaucoup de citoyens reçoivent et dont beaucoup de citoyens parlent. Merci beaucoup, M. Fleckenstein. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Bonsoir. Michel Leduc, 3C-Bourget. Je veux juste savoir c'est de quel terrain qu'il parle, dans quel secteur. Le P158. Ça se trouve être Je sais pas. ici, juste en haut de Saint-Viateur, OK, proche du CLSC. c'est beau, merci. Merci. Je veux savoir. C'est la zone P158. Donc, est-ce qu'on a eu des questions sur les réseaux sociaux? À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle par rapport à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a eu des questions au sujet de l'ordre du jour sur les réseaux sociaux? On avait reçu les questions de M. José Raposo. Ça va être à Ça la va être fin. à Ça, là, deuxièmement, c'est c'est à ça? la fin, à la OK, dernière période de parfait. questions. Je juste être sûre. Merci. Merci. Donc, on peut continuer. Régularisation d'une occupation sur le domaine hydrique de l'État. Autorisation de signature d'un bail d'accès, lot 5 629 269. Considérant que la Ville a reçu une demande de la Direction principale de la gestion hydrique du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, afin de régulariser une occupation dans le domaine hydrique de l'État pour un quai et une rampe de mise à l'eau, lesquels se retrouvent en front du lot 4 025 416 du cadastre du Québec, à la droite du lot 5 926 269 du cadastre du Québec. Considérant que la direction principale de la gestion hydrique du ministère du MELCCFP, ministère de l'Environnement, est disposée à émettre à la Ville un bail d'accès public afin de régulariser les ouvrages, je propose que les installations, soit un quai et une rampe de mise à l'eau qui occupent le domaine hydrique de l'État, soient utilisées à des fins favorisant l'accès du public au plan d'eau, d'autoriser la mairesse ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, ainsi que la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer le bail d'accès public pour et au nom de la Ville de Rigaud avec la direction principale de la gestion hydrique du ministère de l'Environnement afin de régulariser l'occupation dans le domaine hydrique de l'État d'un quai et d'une rampe de mise à l'eau. Oui, je pense qu'il y a eu une petite coquille là, dans les numéros de l'eau. Donc, dans le titre, on voit 629 269 et dans le paragraphe, on voit 926 269.
Donc, Oui, je vais faire la correction. merci beaucoup. Donc, c'est le lot 629, hein? C'est bien ça? 629, 269. Oui, je pense que c'est ça. Oui, allez-y. Juste pour expliquer un peu, là, parce que ça allait du chinois pour bien des gens, euh, la gestion hydrique gère les bandes riveraines. La rampe de mise à l'eau de la Pointe-Séguin empiète sur la bande riveraine du ministère, donc on doit signer un bail avec le ministère pour régulariser la situation. Les gens qui ont des quais qui ont été bâtis dans le lit des rivières savent de quoi je parle présentement. C'est une obligation depuis bien des années qui avait malheureusement été pas réglée. Alors, on règle ce point-là qui était en suspens depuis plusieurs années. Merci. C'est bon pour la correction de... On parle de quel lot, là? Le 629, le 920? Le 629. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs de décembre 2024. Le rapport du mois de décembre quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Résiliation du contrat portant sur l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets UV des résidences isolées pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, 2025 et 2026 avec option de renouvellement 2024-URB-02. Considérant l'intervention de l'Autorité des marchés publics, ci-après appelée l'AMP, dans le cadre du processus d'adjudication et d'exécution du contrat numéro 2024-URB-02, portant sur l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets UV des résidences isolées pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour l'année 2025 et 2026 avec option de renouvellement ci-après appelé contrat. Considérant les demandes de production de documents et de renseignements de l'AMP et des rencontres qui ont eu lieu entre les représentants de la Ville de Rigaud et les enquêteurs de l'AMP, considérant les observations et les recommandations verbales de l'AMP quant au processus d'adjudication et d'exécution du contrat. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal approuve la résiliation du contrat numéro 2024-URB-02 portant sur l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets des résidences isolées pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, 2025 et 2026 avec option de renouvellement suivant un préavis écrit de 10 jours conformément à l'article 13.03, paragraphe B du contrat. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Merci. Autorisation d'appel d'offres public pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets UV des résidences isolées pour la période du 15 avril 2025 au 31 décembre 2025 et 2026 avec option de renouvellement pour 2027 et 2028, 2025-URB-01. Considérant que la Ville de Rigaud désire procéder au lancement d'un appel d'offres public pour les besoins d'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets UV des résidences isolées pour la période du 15 avril 2025 au 31 décembre 2025 et 2026, avec option de renouvellement pour 2027 et 2028. Par conséquent, je propose d'autoriser l'administration de la Ville de Rigaud à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour les besoins d'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayons ultraviolets UV. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 409-01-2024, modifiant le règlement numéro 409-2024 portant sur la gestion contractuelle. Considérant que le règlement numéro 409-2024 portant sur la gestion contractuelle est en vigueur depuis le 13 septembre 2024, considérant que le Conseil municipal souhaite faire une modification concernant l'article portant sur la délégation en lien avec l'Autorité des marchés publics, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance,
Considérant que le Conseil de Ville de Rigaud prend en compte le règlement numéro 409-01-2024, modifiant le règlement 409-2024 portant sur la gestion contractuelle, déclare l'avoir reçu dans les délais impartis par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 409-01-2024, modifiant le règlement 409-2024 portant sur la gestion contractuelle. En gros, ce qu'on fait, c'est d'enlever l'article 17 de ce règlement-là. Et je vais vous le lire parce que sinon, vous ne pouvez pas rien comprendre. L'article 17 qu'on va éliminer, c'est « Le Conseil délègue au directeur général le pouvoir d'agir à titre de dirigeant de la Ville au sens de la loi sur l'autorité des marchés publics en cas d'absence, d'impossibilité d'agir ou, si la plainte le concerne, le greffier assume cette responsabilité. » Donc, c'est le changement qui est proposé ici. Et donc, je propose aussi qu'une copie de ce règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du règlement numéro 414-2024 décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2025. Considérant qu'il y a lieu de déterminer pour cet exercice financier les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des contribuables pour les services dont ils bénéficient, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil du 18 décembre 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant que le Conseil de Ville de Rigaud prend en compte le règlement numéro 414-2024 décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice 2025, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le règlement 414-2024 décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2025 et qu'une copie de ce règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat, décembre 2024. La directrice générale adjointe dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de décembre 2024, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci. Approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er décembre 2024 au 9 janvier 2025, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 22 janvier 2025. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en retard des décisions prises durant la dernière séance du Conseil. Je propose que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er décembre 2024 au 9 janvier 2025 pour les dépenses particulières de décembre 2024 totalisant 1 357 156,16 soit adoptées. Que le paiement des comptes à payer du 9 janvier 2025 énuméré dans la liste en date du 22 janvier 2025 totalisant 429 783,73 soit autorisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Affectation budget 2025. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 18 décembre 2024 le budget pour l'exercice financier 2025, considérant que ce budget prévoit certaines affectations, je propose que le Conseil municipal autorise la directrice générale adjointe à procéder aux affectations suivantes. Je vais vous dire la liste. Provenant de surplus affecté élection vers surplus affecté élection, montant, dépenses réelles jusqu'à une concurrence de 77 600 $, dépenses reliées aux élections. Provenant surplus libre vers surplus affecté révision des règlements d'urbanisme, montant, dépenses réelles jusqu'à une concurrence de 120 000 $, révision du plan et des règlements d'urbanisme, provenant surplus libre vers surplus affecté démolition halte routière, dépenses réelles jusqu'à une concurrence de 128 000 $, dépenses reliées à la démolition de l'halte routière. Ça, c'est à la côté de la caserne des pompiers. Provenant
provenant surplus libre vers surplus affecté luminaire d'El Parc Chartier de Lobinière. Dépenses réelles jusqu'à une concurrence de 340 000 400. 340 000 400 Ouais, trop de chiffres. Provenant de surplus libre vers surplus affecté aménagement de la salle de l'amitié en salle de conseil, du conseil. Dépenses réelles jusqu'à une concurrence de 95 500 Revenus de taxation vers fonds de roulement, remboursement annuel, 403 540 Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 542 000 qui sera réalisé le 28 janvier 2025, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rigaud, si après Ville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 542 000 qui sera réalisé le 28 janvier 2025. Considérant qu'il y a eu modifié le règlement d'emprunt en conséquence, considérant conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, RLRQ, chapitre D7, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 310-2013 et 361-28, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé par ce règlement. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet. 2. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 310-2013 et 361-2018 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 janvier 2025, au lieu de terme prescrit dans les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou la partie du sol due sur l'emprunt. Merci. Je vais juste mentionner, dans ce que Kevin a mentionné, ce n'est pas un nouveau règlement d'emprunt, c'est des anciens règlements d'emprunt. Il y en a là-dedans qui datent de 2005, de 2013, de 2014, de 2018, mais quand on arrive, comme notre hypothèque, là, il faut renouveler. Fait que là, il faut faire le renouvellement de ceux-là. Donc, ça va être un montant de 1 542 000. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion du personnel, embauche, conseillère au développement des talents et mieux-être au travail. Considérant que le poste de conseillère au développement des talents et mieux-être au travail est vacant depuis le 6 décembre 2024, considérant le besoin d'embaucher de nouvelles personnes au poste de conseillère au développement des talents au mieux-être au travail, considérant que l'affichage s'est terminé le 4 décembre 2024 et que des entrevues se sont tenues le 13 janvier 2025, considérant qu'une candidate s'est démarquée lors de ces entrevues, je propose que le Conseil embauche Mme Myriam Demartin-Giguère à titre de conseillère au développement des talents et mieux-être au travail, et ce, à compter du 10 février 2025, qu'elle soit soumise à une période de probation de 6 mois à compter du 10 février 2025, selon les modalités prévues au manuel des conditions de travail du personnel non syndiqué, que le Conseil autorise la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tout document pour donner effet au présent. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. OK. Nomination des personnes désignées à titre de coordonnateur et de coordonnateur adjoint de la sécurité civile à compter du 22 janvier 2025. Considérant qu'il est essentiel que le Conseil de prévoir au moins une redondance pour la fonction de coordonnateur municipal de la sécurité civile, considérant que selon l'article 7 de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, un coordonnateur doit être désigné. Par conséquent, oh mon Dieu. Je propose que lorsque la situation le requiert et les conditions de l'article 7 de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre sont respectées, les personnes suivantes soient nommées.
À titre de coordonnateur de la sécurité civile, le directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Rigaud. À titre de coordonnateur adjoint, le directeur général de la Ville de Rigaud ou, en son absence ou l'incapacité d'agir, la directrice générale adjointe. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature, entente de contribution, sentier transcanadien. Considérant que la Ville de Rigaud souhaite établir une entente de contribution avec le Sentier transcanadien afin de faire une étude expérimentale de durabilité des surfaces pour le tronçon cyclable de la Ville. Considérant qu'avant de signer l'entente avec le Sentier, la Ville et la Ville et le Sentier ont conclu un accord ensemble afin d'identifier leur rôle et responsabilités dans le cadre de ce projet quant à la gestion du tronçon du sentier. Considérant qu'en soumettant son projet au programme, la Ville a lu et compris les plus récentes lignes directrices du programme de financement des sentiers, incluant les lignes directrices relatives aux volets visés par la demande, et son projet est conforme à celle-ci. Par conséquent, je propose d'autoriser la directrice générale adjointe ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière à signer l'entente et de transmettre une copie de la résolution au représentant du sentier afin que celle-ci fasse partie intégrante de l'entente. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption de la programmation de travaux révisés sur la taxe, l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, 2019-2024, quatrième version finale. Considérant que la Ville de Rigaud, ci-après la Ville, a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2019 à 2024. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je propose que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, quatrième version, et de tous les autres documents exigés par ce dernier en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 3. S'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble de ces 5 années du programme. 4. S'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation toute modification qui lui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 5. Atteste par la présente résolution que le programme des travaux de la quatrième version comporte les coûts réalisés véridiques et qui reflètent les prévisions des coûts et des travaux admissibles. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que, selon l'article 147 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les membres et officiers du comité consultatif urbanisme, le CCU, sont nommés par résolution. Considérant que l'article 3 du règlement prévoit la composition du CCU, soit 2 conseillers municipaux, 3 résidents de la Ville de Rigaud et 1 conseiller substitut. Considérant que la résolution numéro 2024-01-011, selon la résolution, la nomination du membre citoyen Catherine Larose était d'un mandat d'1 an à côté du 17 janvier 2024. Le mandat de Catherine Larose s'est terminé. J'en profite pour remercier Mme Larose de sa participation. Considérant les candidatures reçues, je propose que le Conseil approuve la nomination du membre citoyen suivant au comité consultatif d'urbanisme, et ce à compter du 22 janvier 2025 pour un mandat d'1 an à Élie Forêt. M. Forêt qui est ici, félicitations. Juste, si vous me permettez, là, je veux quand même remercier tous ceux et celles qui ont soumis leur candidature, parce qu'on a eu quand même plusieurs candidatures, et je vous remercie à tous, et j'espère que vous serez là encore pour la prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Félicitations. Adoption du second projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements. Considérant l'adoption du règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, lequel est entré en vigueur le 14 septembre 2010, considérant qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Rigaud de modifier ce règlement, considérant l'avis de motion du projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2024, considérant le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage effectué lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 décembre 2024, considérant qu'une modification a été effectuée entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement afin d'augmenter la valeur maximale du rapport plancher de terrain passant de 0,20 à 0,50, considérant que le Conseil de la Ville de Rigaud prend en compte le second projet de règlement, déclare l'avoir reçu dans le délai imparti par la loi et renonce conséquemment à sa lecture. Par conséquent, je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 275-31-2024, amendant le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements, afin d'autoriser l'usage multifamilial H3 dans la zone P158, qu'une copie du second projet de règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville. Et comme on a mentionné plus tôt, il y aura un processus d'approbation référendaire avant l'éventuelle, à moins qu'il y ait des changements, adoption du règlement final. Merci. Ça se peut qu'il y ait une coquille pour la date de l'avis de motion. Ça serait le 14 de novembre, d'après moi. Mais ce n'est pas le 14 mai. Effectivement, on va faire la correction. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure 818, chemin de la Baie, orientation de la façade principale du bâtiment principal sur le lot 4 025 259 dans la zone H9. Je déclare que je suis susceptible d'avoir un intérêt pécuniaire dans le dossier suivant et je m'abstiens de participer aux délibérations et de voter. Je demande aussi que mention en soit faite au procès-verbal de la présente séance. Est-ce qu'il faut que tu bouges tes oreilles? Considérant que la demande vise à permettre l'implantation du bâtiment principal d'habitation unifamiliale isolé dont sa façade principale est orientée selon un axe de 14 degrés en fonction de l'orientation moyenne par rapport aux lignes de rue des bâtiments adjacents, alors que l'article 6.4, façade principale obligatoire, du règlement de remplacement relatif au zonage 275-2010 et ses amendements prévoit un axe variant de 0 à 10 degrés maximum en fonction de l'orientation moyenne par rapport aux lignes de rue des bâtiments adjacents. Donc, 14 degrés plutôt que le 10 degrés maximum de prévu. Considérant le document de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que sans dérogation mineure, l'orientation de la façade principale portera atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété. Considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de dérogation mineure numéro 2024-20068. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal autorise la demande telle que déposée afin de permettre l'implantation du bâtiment principal d'habitation unifamiliale isolé dont sa façade principale est orientée selon un axe de 14 degrés en fonction de l'orientation moyenne par rapport aux lignes de rue des bâtiments adjacents, alors que l'article 6.4, dont le titre est « Façade principale obligatoire », du règlement de remplacement relatif au zonage 275-2010 et ses amendements prévoit un axe variant de 0 à 10 degrés en fonction de l'orientation moyenne par rapport aux lignes de rue et des bâtiments adjacents. Et je propose que la présente dérogation mineure prévoit une condition quant au délai pour délivrer le permis, soit 12 mois suivant la date de la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Merci. Excusez-moi, il aurait juste fallu demander s'il y a des gens qui veulent se faire entendre.
Au tout début, j'aurais dû demander ça, mais ce n'est Ouais. pas noté dans notre, dans notre Effectivement. script. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient aimé se faire entendre au sujet de cette dérogation mineure? Non? Merci. Pour le vote, là, quand je demande est-ce que c'est unanime, on ne prend pas en considération M. Noël. Parfait. Ça ne sera pas. Ça ne sera non, pas. Fait que c'est effectivement. unanime, mais sans M. Noël. Exactement. OK. Est-ce que c'est unanime? Merci. PIA, secteur point de vue remarquable, Saint-Viateur-Bourget, implantation d'une clôture pour le cimetière, lot 6 563 860, zone P 158. Considérant que le propriétaire du lot 6 563 860 souhaite implanter une clôture en maille galvanisée d'une hauteur de 1,52 m, comprenant une barrière double galvanisée d'une largeur totale de 5,15 m, longeant les lignes du lot du cimetière des Clercs de Saint-Viateur, considérant les documents de présentation que le projet présenté, considérant les documents de présentation du service de l'aménagement et du développement division urbanisme, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20045. Par conséquent, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée, conditionnellement à ce que la partie de la clôture à l'est, soit vis-à-vis les sentiers de l'Escapade, soit couverte par un écran végétal ou un aménagement paysager. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 78 rue Saint-Pierre, rénovation extérieure du bâtiment principal sur les lots 3 607 803 et 3 610 289 dans la zone H 155. Considérant que le propriétaire du 78 rue Saint-Pierre souhaite faire des travaux de remplacement du revêtement de la toiture au-dessus des galeries en tôle profilée d'acier de couleur vert foncé, considérant que le propriétaire du 78 rue Saint-Pierre souhaite faire des travaux de remplacement des 5 colonnes de support de la toiture de la galerie en cour avant par des poutres en bois traitées de couleur naturelle de dimension 0,15 par 0,15 mètres. Considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIA, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIA telle que déposée, mais je voudrais quand même signifier que, je vais lire un peu, OK? Afin de réaliser les travaux de remplacement du revêtement de la toiture au-dessus des galeries en tôle profilée d'acier de couleur vert foncé et des travaux de remplacement des 5 colonnes de support de la toiture de la galerie en cour avant, conditionnellement à ce que les colonnes soient peintes de la même couleur que la toiture au-dessus des galeries, soit vert foncé, et avec l'ajout d'escaliers décoratifs de même couleur. Merci beaucoup pour la précision. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur centre-ville, 119-121 rue Saint-Viateur, remplacement de l'escalier et de la jupe de finition de la galerie en cour avant, lot 3 608 373, zone H 133. Considérant que le propriétaire du 119-121 rue Saint-Viateur souhaite faire le remplacement de matériaux de l'escalier et de la jupe de finition de la galerie en cour avant par un matériau en bois traité de couleur rougeâtre, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal relatif à la demande de PIIA numéro 2024-20069, je propose que le conseil municipal autorise la demande de PIIA telle que déposée. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Accréditation des organismes 2025, politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Considérant que les organismes suivants ont déposé, selon l'échéance demandée, leur dossier de demande d'accréditation 2025, considérant que les organismes présents dans le tableau répondent aux critères d'accréditation de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif, je propose que les organismes... Je vais faire la lecture de la liste. La passée, j'avais fait la lecture de la liste, fait que je vais le faire, excusez. Que les organismes suivants soient officiellement accrédités par la Ville de Rigaud,
selon les 3 catégories proposées du 1er janvier au 31 décembre 2025 selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Donc, aide momentanée pour les urgences rigodiennes, Inc., Amur et partenaire, Association Baseball Rigaud, associé, Atelier Boîte à surprise, Inc., associé, l'autre versant, associé, Café de la Débrouille, le Café de la Débrouille partenaire, Cercle d'histoire de Rigaud, associé, Chevalier de Colomb, Conseil 2881 Rigaud, Inc., associé, Club de l'Âge d'Or, Sainte-Madeleine de Rigaud, Inc., associé, Club Optimiste de Rigaud, Club Optogo, associé, Club de pétanque de Rigaud, associé, Club de Rigolo, Inc., associé, Corporation du Festival des couleurs, Festival de couleurs de Rigaud, associé, Entrée des générations, repas partagés, associé, Fondation Jacques Hamelin, Inc., associé, Maison des jeunes, associé, Regroupement des clubs culturels de Rigaud, collaborateurs. Oups. Excusez. L'Ordre des filles Isabelle, Cercle 735, associé. Et Soccer récréatif de Rigaud, associé. Société Saint-Jean-Baptiste, section Rigaud-Pincourt, associé. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Subvention annuelle 2025, Maison des jeunes, l'alternative de Rigaud. Considérant que la Ville ci-après, la Ville a octroyé une subvention annuelle de 40 000 $ à la Maison des jeunes, l'alternative de Rigaud au cours de l'année 2024. Considérant que la Ville a reçu une demande de renouvellement de subvention pour l'année 2025 de la part des administrateurs du dit organisme pour lui permettre d'atteindre ses objectifs dans l'intérêt des adolescents de la Ville de Rigaud. Je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention annuelle de 40 000 $ à la Maison des jeunes, l'alternative de Rigaud, afin de permettre, entre autres, à l'organisme de maintenir la qualité de ses implications communautaires, d'autoriser l'octroi de ladite subvention en 4 versements égaux, que les dits versements seront remis sous forme de chèque à la suite de dépôt d'un rapport trimestriel des activités de l'organisme au service des loisirs et de la culture et du tourisme. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Subvention annuelle 2025, Atelier Boîte à surprise, Inc., considérant que l'atelier La Boîte à surprise, Inc. est un organisme à but non lucratif fondé en 1981 qui offre un service éducatif et stimulant répondant aux besoins spécifiques des enfants âgés de 1 à 5 ans et leurs familles. Considérant l'aide financière demandée pour 2025, soit 4 635 $, permettra de réduire les coûts pour les citoyens utilisateurs et d'assurer la continuité des services essentiels offerts par l'organisme. Considérant que l'atelier s'adresse à des familles ayant des besoins spécifiques, notamment où un seul parent est salarié et l'autre consacre son temps à l'éducation des enfants à la maison, offrant ainsi une alternative souple aux garderies à temps plein. Je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention annuelle de 4 635 $ à l'organisme l'atelier la boîte à surprise Inc. afin de permettre, entre autres, à l'organisme de dispenser à moindre coût les frais d'inscription pour les résidents de Rigaud. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oups, excusez-moi. J'arrive. Subvention pour le Festicirque 2025, École de l'Épervière. Considérant que la Ville de Rigaud a reçu une demande de subvention pour la tenue du Festicirque 2025 de l'École de l'Épervière, et ce, afin de soutenir les jeunes de l'école dans la préparation de cet événement. Considérant que cette subvention vise à soutenir l'éducation de nos jeunes, par conséquent, je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention de 500 $ pour la tenue du Festicirque 2025 à l'École de l'Épervière. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La séance est presque terminée. Le dossier consultatif de comité, on n'a pas eu de comité, donc tu as les specs. Oui. Parfait. Pour les incendies, M. Lapointe. Bon, résumé des activités du service des incendies de Rigaud pour le mois de décembre 2024. Au niveau de la formation, pour le mois de décembre, nous avons participé à un maintien de compétences espace clos, une formation sauvetage en milieu forestier et une pratique générale. Au niveau des interventions incendie, pour la période du 1er au 31 décembre 2024, nous avons répondu à 15 appels incendie. Parmi ces appels, nous avons répondu à 2 alarmes en fonction, 5 accidents de la route, un danger électrique, un incendie de véhicule, un incendie de commerce, un détecteur de monoxyde en fonction, un feu de cheminée, un feu de débris et 2 risques d'incendie. Comparaison, le service d'incendie avait répondu à 324 appels d'urgence
au 31 décembre 2023, comparativement à 271 en 2024. Au niveau intervention, premier répondant, nous avons reçu 52 appels, premier répondant en décembre. Comparaison, les premiers répondants avaient répondu à 640 appels d'urgence médicale au 31 décembre 2023, comparativement à 581 en 2024. Au total, le service de sécurité incendie de Rigaud a répondu à un total de 67 appels incendie et premiers répondants pour le mois de décembre 2024. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu à la deuxième période de questions allouée sur tous les sujets que vous voulez, si vous avez des questions. Donc, je vais commencer par ceux qui sont assis avec nous. Si vous avez des questions, vous présentez au micro, vous nommez, donnez votre adresse et posez votre question. Bonjour, Michel Bonjour. Leduc, 3C Bourget. Julie, merci beaucoup pour Maud Patnaud qui a appelé nos clients. Merci. Leduc, merci beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec Maxime Boissonneau, le directeur général. En fait, là, il n'est plus à l'hôtel de ville pour l'instant. Là. C'est une période indéterminée, donc ça suit son cours. Et ça veut dire il est malade ou il est En fait, c'est d'ordre un peu confidentiel. Là. OK, c'est un problème Ouais. qu'il y a avec la ville. Oui, c'est beau. C'est un problème. confidentiel. Ouais, c'est ça, mais c'est avec vous autres, j'imagine qu'il y a un problème. Ben, je ne peux pas vous, OK, c'est beau, je mais- peux pas vous mentionner. Parfait, c'est juste ça. certainement. Je te remercie. Je Merci. vais juste mentionner qu'on a l'avis pour le directeur intérimaire. Donc, si vous connaissez un mot, le directeur intérimaire, la position est ouverte pour la deuxième ronde. On cherche pour Julie le Rivard. On veut protéger Julie, justement, On veut, c'est pour ça. plus aider la ville Exactement. à respirer. Là. Est-ce qu'on avait d'autres personnes dans la salle avec une question? Bonsoir. Christopher Powell de 88 Justine Sabarin dans le secteur 4. Le soir que le budget a été présenté, il y a une ligne pour une dépense de 21 millions de dollars pour les étangs aérés. Est-ce qu'il y a un rapport ingénierie qui justifiait ce dépense? En fait, ça se trouve à être, comme on l'a expliqué là, lors de la séance de budget, c'est un montant, dans le fond, qui est estimé Oui. pour la réfection de la station d'épuration de la ville. Donc, ça peut être plus comme ça peut être moins. À ce montant-là, il y a des subventions fédérales, provinciales qui viennent diminuer ces sommes-là. Mais on doit aller de l'avant avec cette réflexion-là. Donc, c'est forcément, il y aura des coûts associés à ça. OK. Mais est-ce qu'il y a un rapport ingénierie qui justifiait la Nous, on va dépense? devoir aller en appel, justement, pour aller chercher des plans et devis, puis c'est tous les travaux pour aller après ça en appel d'offres. OK, je pense que c'est pas clair. Il y a quelque chose qui justifiait le dépense dans la ligne, dans le budget. C'est pas, en fait, la dépense n'est pas facturée présentement. OK. C'est une prévision sur 3 ans pour les étangs aérés. Donc, en 2025, il y a un montant d'argent pour des études connexes, aider, dans le fond, le chargé de projet, là, justement, Oui. pour avoir des nouvelles orientations, pour avoir le meilleur système qu'on peut avoir, sans nécessairement avoir des coûts. Mais qui dit ajoute ce dépense? Pourquoi il y a une dépense quand il ne connaît Bien, parce pas que est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à la ville de Rigaud? Oui, de 2010. OK. Donc, vous êtes au courant que en 2010, nos étangs étaient déjà fatigués. Oui. Donc, on est rendu en 2025. OK. Nos étangs sont encore 3 fois plus fatigués, donc il faut qu'on les fasse. Mais c'est un expert qui Oui, dit- Exactement. C'est un employé de la ville de Rigaud? Non, c'est des personnes à l'externe qui ont fait Un le rapport? constat, en fait. C'est un rapport? Oui. Est-ce que je peux lire ce rapport? Je ne pense pas que ce soit un rapport qui... Je ne sais pas, là. Moi, Mais il faut vérifier, dans le fond, quand vous voulez avoir accès à un document, il faut que vous en fassiez la demande d'accès. Puis ensuite de ça, la personne en charge de ces demandes-là doit voir si c'est un document qui peut être rendu accessible dans son entièreté ou
quelques parties. Donc, il faut en faire l'analyse et il faut que vous fassiez la demande là, à cet effet. Mais si la personne dit je n'ai pas permis d'avoir accès, c'est encore, je dois payer. En fait, je dois payer les dépenses dans quelques années. Bien, quand on va faire le système, oui. Oui, OK, mais quand j'achète quelque chose, je comprends les choses que j'achète. Et je veux comprendre pourquoi il y a un besoin d'avoir la dépense maintenant et dans seulement 2 années. Pourquoi ce n'est pas une dépense de 10 années? Oui, mais tu veux répondre Oui, ben, je peux apporter un élément de réponse. Oh, ton micro. Le montant qui est prévu au budget, c'est un montant qui a été estimé là, par une étude préliminaire qui a été faite par des services d'ingénierie professionnelle externes à la Ville. Okay. Suite à cette évaluation-là, il y a eu des changements qui vont faire en sorte que le montant va être précisé éventuellement. Dans la prochaine année, dans le programme triennal d'immobilisation, il y a des montants qui sont prévus en 2025 pour faire les études qui vont nous permettre de réviser le projet en fonction des changements qui sont survenus. On n'a pas beaucoup d'informations comme conseiller, là, mais on peut parler des exigences du ministère de l'Environnement au niveau des rejets et aussi des évaluations des charges et débits à traiter à la station d'épuration. Alors, une fois que ça va être défini, on va refaire une autre évaluation des coûts au niveau conceptuel pour arriver avec un autre chiffre approximatif de combien ça va coûter la station d'épuration. Et après ça, il y aura éventuellement des plans et devis détaillés pour faire la conception finale et faire les travaux ensuite. Donc, pendant tout ce processus-là, il va y avoir des informations qui vont être transmises aux citoyens, à vous, à tout le monde, pour vous expliquer comment le dossier évolue, comment il progresse, avant qu'on dépense votre argent pour construire l'usine de 21 ou de 25 ou de 17 millions. Là. OK, c'est ça les choses que je veux savoir. En fait, pour la demande, il faut envoyer votre demande d'accès à l'information au greffe. Donc, vous en faites la demande. Eux, ils vont étudier à savoir s'ils peuvent vous transmettre des informations ou s'ils ne peuvent pas transmettre cette information-là. Mais je comprends que vous dites, quand j'achète quelque chose, je veux m'assurer de, mais on sait tous, depuis 2010, c'est peut-être même au-delà, que c'est en fin de vie. Okay. Donc, à un moment donné, il faut les faire. C'est comme moi, mon système septique, il a fallu que je le refasse à un moment donné, mais il a fallu que je le paye aussi, là. Fait que c'est la même chose, dans le fond, dans cette situation-là. Là. OK, mais quand les experts, la Ville paye les experts pour avoir des rapports, je pense que les citoyens avaient le droit de lire les rapports. Non, c'est la perception qu'on peut avoir. Ce n'est pas tous les documents qui peuvent être transmis aux citoyens. On avait le droit de payer pour la construction. Exactement, oui, mais dans le fond, ça se trouve à être l'accès à l'information qui établit les critères sur une charte, sûrement. Là. Vous avez sûrement un document qui dit que... C'est la loi. C'est ça. La loi sur l'accès à l'information. C'est possible de voir les critères pour en fait, cette loi-là, c'est une loi publique. Donc, ce n'est pas la Ville de Rigaud qui a adopté cette loi-là. D'ailleurs, il faut que ce document existe. Donc, on ne peut pas comme créer un document pour vous transmettre l'information. Donc, il faut être suffisamment précis là, quand on fait une demande pour qu'on puisse bien identifier là, c'est quoi l'objet de la demande. Mais tous les critères sont déjà prévus dans la loi. Vous pouvez y accéder, là, c'est public. Mais moi, je ne l'aime pas particulièrement, cette loi-là. C'est plus ma collègue là, qui travaille avec. Ouais. Mais ce n'est pas si simple que ça, là, à premier abord. Là. Donc, il faudra... si vous avez des questions... Faites une demande, oui, exactement. Okay. Est-ce qu'il y a un coût pour ça? Pardon? Est-ce qu'il y a un prix pour ça? Non? Non. Oh, OK. Merci. Tu veux rajouter quelque chose, Marc? C'est juste pour mentionner que le montant de 21 millions, c'est dans le programme triennal d'investissement. Oui. Ce n'est pas directement dans le budget. Ce n'est pas de l'argent qu'on va chercher dans vos poches immédiatement. Si le projet... C'est une prévision. Si le projet coûte moins cher, on va dire, mettons, le chiffre que M. Meunier a dit tantôt, 17 millions, bien, la prévision, ça va être 17 millions et le coût final va être 17 millions. Mais il y a déjà, corrigez-moi si je me trompe, il y a déjà une dizaine de millions d'accordés par les gouvernements provinciaux et fédéraux pour ce projet-là. Et ça, c'est de l'argent qu'on
qu'on va avoir quand les travaux vont être réalisés. Ils vont payer jusqu'à concurrence de 10 millions. Donc, le reste, ça va être à la charge des citoyens de Rigaud. On doit le mettre en prévision pour les années futures, mais il n'est pas dans le budget cette année. Et je pense que tout le monde connaît que les prix de toutes les choses ne baissent pas. Non, ça ne baisse pas. Je pense que le prix est plus que la ligne de dépenses dans le budget. Est-ce que si c'est plus cher, est-ce que la ville demande plus d'argent dans les subventions? Ou? Bien, c'est sûr que ça va être une option de demander plus d'argent. Oui. OK. Allez-y. Oui, ben en fait, c'est un dossier chaud, on peut dire, hein, qui traîne depuis longtemps. Puis, quand je suggérais tantôt que ça pourrait être moins que 21 millions, c'est parce qu'on est en attente des exigences de rejet du ministère de l'Environnement. Alors, dépendamment du scénario que nos services vont, avec les firmes externes, vont développer, il se peut effectivement qu'il y ait un scénario, pas parce que les prix vont baisser, mais parce que le scénario va être optimisé et permettre de faire aussi bien à moins cher. Okay. Donc, restons positifs. Attendons de voir le résultat du travail de nos équipes. Mais soyez assurés qu'on fait les chiens de garde là-dedans. Là. On regarde ça aller parce que c'est notre argent aussi, c'est votre argent, puis on est ici pour, comme responsable de ça. Là. OK, merci. Et qu'on espère moins, ça c'est sûr. Oui, OK, merci. Excusez, Michel Leduc, Troisième Bourget, je voulais me poser une question tantôt. J'ai entendu dire que, fait longtemps que je ne suis pas venu à la ville, que vous ne donnez plus de permis de construction, habitation, rien. En cause, il n'y a pas assez l'égouts, les lots, tout ça. Seulement ceux qui sont branchés à l'aqueduc et les égouts. Là. Oui. C'est ça. On est branchés, les terrains que j'ai, c'est beau. Ça veut dire moratoire, là, c'est quand votre moratoire? C'est quand la ville a décidé ça? En fait, il est rentré en vigueur au mois d'octobre. Octobre, là, vous êtes donné combien de temps? Le plus tôt possible pour le lever. Donc, c'est pour ça que cette année, on a mis des sommes supplémentaires, justement, pour être capable d'avoir des études supplémentaires pour pouvoir se croiser les doigts pour lever le moratoire. Mais c'est pour pouvoir savoir si tu peux, avec ce que tu as en ce moment, de recevoir plus d'eau et d'égouts, d'histoire et d'autres bâtisses? Mais oui, puisque tu n'en bâtis pas d'autres, tu n'en dis pas tout de suite tes affaires. En fait, ben non. C'est ça. ça sera pas fait demain. C'est ça, pour les ça. Étangs, là. Tu veux juste savoir, avec ce que tu as en ce moment, si tu peux recevoir X nombre. Non. C'est pas ça le moratoire. Okay. Donc, il n'y a pas de X nombre dans le périmètre où les gens sont connectés. Oui, ça, j'ai compris. Mais ça veut dire, moratoire, là, on ne sait pas quand ça part. C'est ça. Ton terrain que tu as acheté, garde-le. Ou le gars qui veut l'acheter, lui, il ne peut pas avoir de permis non plus. Ça veut dire, il est gelé. Oui, c'est ça. C'est beau. Merci. J'ai une question, Julie, pour ça. Mettons quelqu'un qui ajoute une bâtisse présentement branchée, qui décide, mettons, de la jeter à terre, mais qui veut rebâtir une nouvelle. Oui. Dépendamment du nombre de chambres de bain qu'il y a dedans, il peut reconstruire avec la même capacité de rejet. Là. On dit qu'on avait dit le nombre de chambres, étages et tout ça. L'objectif du règlement, c'est de s'assurer que les débits restent pareils. Donc, par exemple, j'ai un local commercial, je veux avoir un autre type de commerce, on doit analyser les débits. Est-ce que ça augmente? Si ça réduit, bien là, il n'y en a pas de problème. Là, mais pensons, par exemple, à un restaurant, puis que je transforme en fait, l'effet inverse, là, un local de vente, puis je veux transformer ça en restaurant, bien, on sait d'avance qu'on génère plus de débits. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Au même titre, pour toutes les exceptions sont prévues là, dans le règlement. Il y a certaines exceptions qui sont prévues, mais effectivement, si votre terrain est vacant, bien, vous ne pourrez pas rajouter rien. OK. Exemple, j'ai un terrain commercial, Saint-Jean-Baptiste, ouest. On met une fosse septique temporaire sur le terrain. Bien, c'est ça. Puis après, on se plug sur les égouts de la ville. Bien, on a déjà eu cette question-là. On a notre règlement. On est en train de le regarder là, plus à l'interne, voir qu'est-ce qui est possible de faire, mais actuellement, le règlement ne le permet pas. Notre règlement oblige les citoyens à se connecter.
C'est un principe, là, on le voit partout. Là, il y a certaines alternatives là, qui peuvent être mises de l'avant. Là. Je pense que M. Lawler avait parlé là, à une dernière séance que certaines villes qui permettent d'avoir une fosse septique, mais qui est raccordée au réseau quand même. C'est des alternatives, disons-le, moins traditionnelles. Donc, il faut l'analyser, voir est-ce que c'est possible ou pas. Pour l'instant, on est encore en phase réflexion. C'est certain que toutes les décisions qui vont être prises vont avoir une répercussion à moyen et long terme sur le territoire. Donc, c'est pas quelque chose de léger. Il faut le prendre, faut le réfléchir. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de restrictions, mais il y a beaucoup d'efforts en arrière-plan qui sont faits pour retirer le moratoire, pour permettre justement de rebâtir rapidement. Mais là, présentement, là, c'est extrêmement restreint qu'est-ce qu'on peut faire. Mais comme je dis, M. Lawler avait suggéré une idée que là, les gens sont en train de vérifier, parce qu'on veut vraiment trouver un moyen de le repartir le plus tôt possible, parce que les travaux des étangs aérés, mais ça ne se fera pas en 2 mois, là, on parle d'années. Donc, je pense que le mot d'ordre, puis tout le monde sous le conseil ici, le plus rapidement, on veut retirer ça, mais il faut trouver vraiment des meilleures solutions pour éviter de rejeter à la rivière. Pas aller trop vite. Je comprends très bien ça, mais je comprends pas, Julie, que tu dis qu'on ne peut pas mettre une fosse septique, puis c'est une vague bien vidée à la fosse septique, puis parce que le règlement ne le permet pas présentement. on l'enlève après, puis on se plug sur vous autres. Là. Je comprends pas pourquoi la Ville n'accepte pas ça. Là. J'essaie juste de comprendre. Mais c'est juste un principe, tu sais, si on y réfléchit, là, c'est pour financer là, justement les infrastructures, là, ça fait partie du principe que si je suis devant l'infrastructure, je dois me plugger pour participer au financement de cette infrastructure-là. Donc, c'est le principal objectif là, derrière cet article-là. Normalement, on n'a pas d'enjeu au niveau de les charges et débits là, dans le meilleur des deux mondes. Là, mais en ce moment, ces étangs-là ont été faits il y a plusieurs années en fonction d'une cible de densité. On l'a atteint ou presque, du moins, ça a débattre. Là, on a des discussions à avoir. Oui, en ce moment, tout démontre qu'il y aurait un enjeu de capacité. Donc là, on est en train d'évaluer quel genre de solution à court, moyen, long terme. Mais c'est certain aussi qu'il y a une mise aux normes de ces installations-là. Ce n'est pas juste un enjeu de capacité. Je comprends très bien, mais en faisant ça, là, on met une fosse septique, là, nous autres. OK? Mais nous autres, on a de l'argent en ville puisqu'on bâtit notre bâtisse que 10 portes de garage. Que tu vas faire, vous autres, de l'argent, tu vas avoir 6 millions d'investissements à la ville de taxes. Ça vous donne. Non, moi, je suis juste compté, ça donne de l'argent à la ville tout de suite pour. Peu importe. Pas avec moi, d'autres gars, là, j'imagine, je ne suis pas tout seul. Ça veut dire, ça avance au moins la ville continue à avoir de l'argent, de la nouvelle argent qui rentre. T'sais. Mais tu sais, Rigaud n'est pas unique là, dans sa situation. Là, si on regarde un peu partout, on n'est pas les. On n'est pas les seuls qui est au prix avec cette situation-là. Il y a eu la prairie, il y a eu, je pense, les cèdres là, dernièrement. Donc, on n'est vraiment pas les seuls. Il y en a aussi dans le Laurentide, plus au niveau de l'aqueduc, là, qui ont des problèmes au niveau de l'approvisionnement en eau. On n'est pas les seuls. Il va falloir y réfléchir. On est déjà... c'est certain qu'on veut, avant d'être à la limite, là. Mais c'est certain que, comme je vous ai expliqué, c'est en processus de réflexion. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses, mais on y réfléchit activement. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Meunier, vous vouliez rajouter quelque chose? OK. Ça m'amène juste, Michael Fleckenstein, toujours de Sandwich Meadow, la chute. Ça m'amène juste à une question subsidiaire. Le 43 Saint-Viateur, la maison Charlebois, est-ce que c'est actuellement raccordé aux égouts de la ville? Ou... Oui. Donc, ça sera concerné par le moratoire pareillement, la zone P558. En fait, la maison Charlebois avait initialement plusieurs prêtres, curés, pères... dans l'immeuble. C'était tous des frères. Donc, la congrégation demeurait à cet endroit-là. Donc, il y avait un certain débit. C'est sûr et certain que s'il veut augmenter ce débit-là, il va devoir attendre que le moratoire soit levé. OK. Donc, ils sont bien connectés au service égout de la ville. Merci. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? J'ai eu... on m'a fait parvenir un courriel là, concernant des questions qu'on avait reçues
via, dans le fond, communication, je crois. Via communication. Donc, le courriel vient de José Raposo. Donc, il y avait 3 questions. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas de panneau d'arrêt à 4 voies à l'angle des rues Saint-Jean-Baptiste ouest et de la rue Saint-François? Donc, on parle juste ici, l'autre côté, là, où est-ce qu'il y a le dépanneur. La réponse, c'est que c'est pas qu'on veut pas. Hein? C'est pas qu'on veut pas. C'est qu'il y a une demande qui a été faite au MTQ, au MTMD maintenant. Puis, dans le fond, on fait des demandes à répétition, puis la réponse qui revient est toujours la même. Là, on attend, la dernière fois qu'on a demandé, là, on attend la réponse, mais c'est sûr que c'est une question qu'on formule régulièrement au MTMD parce que le quartier devient de plus en plus achalandé. Puis la vision à la sortie de Saint-François, c'est difficile. Donc, on pourra peut-être relancer le MTMD pour voir si on peut avoir une réponse plus rapide. En fait, il y a eu un changement là, de la personne avec qui on s'adresse au ministère. Donc, il y a comme une transition. Donc, la personne reprend les dossiers. Il faut faire un suivi, mais à ce niveau-là, ça peut ralentir les demandes. Parfait. Juste mentionner, la demande qu'on avait faite, c'était je ne me rappelle pas de la date exacte, mais c'est les travaux de gainage de la rue Saint-François. Donc, ça date d'après 2-3 ans même qu'on a fait une demande, parce que pendant les travaux, il y avait mis un stop présentement, puis on avait demandé de conserver, puis il n'y a eu aucun retour sur la demande du ministère. Puis là, si on regarde avec le Saint-Jean-Baptiste S, on fait un effort pour refaire au complet le chemin avec une étude pour le présenter. Lors de la dernière séance, ou là, 2 séances, il y a une madame, je me rappelle son nom aussi, qui avait demandé de haut de la chute, qui avait la vitesse. Fait que donc, tout ce tronçon-là, du coin jusqu'en haut de la chute, c'est toute une section aussi qui appartient au MTMD. Donc, je ne sais pas si on va prendre une autre demande de projet ou quelque chose, mais ce chemin-là est problématique. Et malheureusement, le ministère ne répond pas. Mais on est patient. Puis si vous nous dites qu'il y a une nouvelle personne qui est là, mais on va souhaiter qu'elle est ouverte et elle écoute les choses, parce qu'à chaque fois, on souhaite que c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre les dossiers justement pour la vitesse, surtout dans notre coin. Effectivement. Mais on lâche pas le morceau, puis on va s'informer à savoir si c'est possible d'avoir des stops là. Ce serait vraiment génial parce que, mon Dieu, il y a des gens qui se mettent le vent en danger presque, là. Quand ils sortent, on voit rien du tout. Donc, on attend par rapport au MTMD. La deuxième question, c'était en lien avec un espace vert ou un parc qui pourrait être aménagé au bout de la rue Jean-Marc Séguin et à l'angle de la rue Saint-François. Donc, il n'y a pas d'espace vert pour les habitants de cette zone. C'est vrai que c'est une réalité dans cet endroit-là. Ce que je peux formuler, en fait, c'est qu'on travaille fortement là, sur une voie cyclable qui va relier, dans le fond, l'ancienne voie ferrée là, pour traverser, dans le fond, la rivière. Donc, les gens qui habitent l'autre côté pourront accéder au Grand Parc. L'idée est bonne de faire un petit parc sur ce côté-là. On va envoyer, dans le fond, votre demande au service des loisirs, puis eux pourront analyser, mais il faudrait voir, parce que je ne crois pas que les terrains nous appartiennent. Donc, c'est plus difficile dans ce temps-là là, de créer un parc si les terrains ne nous appartiennent pas. Mais on va envoyer, dans le fond, votre suggestion au service des loisirs qui pourront analyser à savoir si ça serait faisable ou non de faire un parc sur ce côté-là. Donc, en 3, en ce qui concerne la deuxième question, y a-t-il quelque chose à faire pour améliorer l'accès public à la rivière? Encore une fois, tout ce qui longe la rivière de part et d'autre, ce ne sont pas des terrains qui appartiennent à la municipalité. Donc, c'est difficile d'avoir un accès ou même une servitude. Puis, le fait d'aménager les bandes riveraines, en fait, c'est contraire à la bonne pratique qui veut qu'on conserve les bandes riveraines intactes et même peut-être de bonifier la végétation, justement, pour retenir les berges. Donc, la question du « on n'est pas propriétaire de terrain le long de la rivière », à partir, mettons, du village, là, jusqu'à, je vous dirais, jusque dans le bas de la rivière à un certain moment,
Donc, c'est difficile d'accéder par ces voies-là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se placent pour pêcher près des overpass, ouais, des viaducs en français. Donc, c'est comme ça qu'eux autres ont trouvé à avoir accès à la rivière. Je vous propose aussi, si vous voulez faire des sports nautiques, c'est qu'on a la section aussi à la Pointe-Séguin. Là, on a le quai municipal où est-ce que vous pouvez mettre à l'eau votre embarcation, kayak, paddleboard ou planche à pagaie. Donc, on a un espace aussi avec une pergola si vous voulez aller faire un pique-nique ou quelque chose. C'est le plus proche qu'on peut avoir de l'eau parce que ce terrain-là nous appartient. Mais encore là, on va soumettre votre suggestion au service des loisirs. Le comité va pouvoir se pencher sur la question, à savoir si c'est possible de donner un accès. Mais la bonne pratique, c'est de garder les berges intactes et de ne pas enlever la nature qu'il y a là. Oui, monsieur, juste un instant. Monsieur Ménard. Puis si vous avez une question, il faut aller au micro. Je voulais juste mentionner aussi dans les travaux avec la rue principale, justement, aussi qu'on a parlé la dernière rencontre pour le Saint-Jean-Baptiste-Est. Je ne sais pas quel élu ici avait justement la statue de l'Église. Ça a été un sujet justement apporté pour que les citoyens aient un accès à l'eau. Parce que les gens qui font ces activités-là, ils se rendent compte que Rigaud a tellement une belle rivière, ou tellement on a une rivière, on a une montagne. C'est peut-être pas la plus propre qu'on a présentement, mais qu'on a un si beau paysage avec de l'eau et qu'on n'a aucun accès au bord de l'eau. C'est une des premiers commentaires qu'ils ont dit. Puis les exercices qu'on a faits, bien, on a rêvé. Moi, j'avais la section Dairy Queen disant qu'est-ce que vous voulez faire. Il y avait la section de l'église, puis il y avait la section la gare aussi. Fait que 3 sections qui ont été faites. Puis ben, le courriel de madame, ça sonne beaucoup justement que c'était discuté et tout ça. Donc, avec le rapport final, peut-être qu'on va avoir justement des idées ou des solutions, peut-être pour permettre justement un accès à l'eau dans le milieu noyau urbain de Rigaud. Là. Juste rajouter là-dessus. Oui, allez-y, M. Lapointe. Anciennement, là, c'est juste en arrière, là, en face de l'église, en fait, où est-ce que la statue du Sacré-Cœur, c'est le terrain, il descend, mais en palissade. Et puis, c'est pas d'hier, là, ça fait des décennies, là, les gens avaient accès. OK? Puis, comme tu l'as mentionné, Kevin, on en a discuté, là, justement, on va avoir une réunion à la fin du mois. Là. Oui. Le projet, qu'est-ce qu'on fait, on aurait fait avec ça? Puis, Charles était sur la même table de concertation avec moi. Puis, c'était vraiment constructif, puis ça avait un sens énorme, puis que c'est très réalisable, puis ça appartient à la ville. Non, ça l'appartient pas à la ville. Ben, c'est... Ça l'appartient au clergé. Au clergé? Oui, ça l'appartient pas à la ville. Ben, c'est ça. Ben, disons que ça appartient à la ville. Mais non, on ne peut pas dire ça. Ça l'appartient pas à la ville. On va leur donner 2 piastres. Bon, oui, ça, c'est comme d'autres choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur les réseaux sociaux? Pas long. Oui. On a une question de Stéphane Pilon qui demande est-ce que le Conseil a un plan de conservation et de mise en valeur des bâtiments historiques de Rigaud, comme justement le jardin de l'enfance et la gare? Il me semble qu'un plan serait nécessaire pour la préservation historique de Rigaud. Bien, en fait, c'est le souhait des élus de conserver nos bâtiments patrimoniaux. Ils sont déjà aussi inscrits dans la chaire de recherche que la MRC avait mis en place, je pense que c'était en 2016 ou quelque chose comme ça. Oui, la gare fait partie de ça. Le jardin de l'enfance fait partie de ça. Donc, quand on arrive pour avoir un projet sur ces bâtiments-là, puis là, on parle de bâtiments municipaux, mais ça peut être aussi des résidences là, de personnes. Là. Donc, il y a la MRC avait produit à l'époque des documents pour dire bien, ce bâtiment-là, il est patrimonial ou ce bâtiment-là pourrait redevenir patrimonial si X, Y, Z était fait, etc. Donc, on a des cartes, des fiches déjà d'établies. Puis, la MRC, cette année, va travailler à solidifier cette charte-là, en fait, revalider les bâtiments, à savoir s'il y en a qui ont été détruits, et s'assurer que le patrimoine demeure. Donc, les élus, présentement, sont favorables à la conservation de ces bâtiments-là.
Puis, on a des documents qui viennent appuyer, dans le fond, que c'est des bâtiments patrimoniaux. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a donné un contrat là, pour la gare, là, savoir les coûts de rénovation de ce bâtiment-là, parce que ça fait partie vraiment de ce que le conseil veut faire depuis belle lurette. Là. Oui, exactement. En fait, les sommes, là, c'est pour le souhait, là, dans le fond, c'est de protéger le bâtiment le plus possible. Parce que là, on voit que la toiture, ben, elle commence à laisser à désirer, elle laisse l'eau s'infiltrer. Donc, le but, c'est de mettre une toiture en tôle sur le bâtiment qui reflète l'année de construction. Là, on ne veut pas dénaturer le bâtiment, mais qui assurerait, là, sur du long terme, une protection pour ce qui se trouve en dessous. Sauf que, comme M. Lapointe a dit, ça prend une étude à savoir est-ce que le bâtiment est assez solide pour recevoir cette toiture-là. Donc, c'est là qu'on va savoir en faisant l'étude. Mais oui, c'est le souhait là, de garder ces bâtiments-là. Oui. Oui, M. Pelletier, vous voulez rajouter avec votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Pas juste le fait de... Parce que là, c'est préliminaire. L'étude va nous permettre de savoir si on peut protéger le bâtiment, si la structure est assez solide, mais aussi, on a une autre vision, c'est celle de donner une nouvelle vocation à de donner une nouvelle vocation à l'édifice pour peut-être permettre qu'il y ait des activités qui se tiennent à l'intérieur. Ça pourrait être un café, ça pourrait être... en lien aussi avec la piste cyclable. Oui, c'est ça, en lien avec la piste cyclable. C'est le deuxième volet qui va se faire après. Donc, le conseil est vraiment... oui. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On a une question qui vient d'arriver de Petit Buller. Désolée si je massacre un peu le nom. Je vais faire la translation car la question est en anglais. On demande s'il y a des nouvelles par rapport à ce qui se passe avec Saint-Georges pour essayer d'empêcher qu'il y ait des nouveaux inondations sur les propriétés qui viennent du parking P4. On voit qu'il y a déjà eu des travaux faits sur la rue Cabot. Donc, ben, on va devoir peut-être prendre ses coordonnées, lui revenir parce qu'on n'a pas la réponse là, ce soir. Il faudrait voir avec les travaux publics, là, à savoir qu'est-ce qu'ils ont mis de l'avant ou sur quoi ils vont travailler. Là. Mais aussi, c'était une discussion avant la séance. Puis au mois de juillet, quand il y a eu la pluie, on avait une citoyenne qui est venue. Je ne sais pas si c'est madame qui est là. Mais juste dire qu'avec tout ce qui se passe, on n'a pas eu le temps de se rasseoir non plus en comité pour en discuter, mais c'est un des points en comité de la voirie. Mais je pense qu'il y a eu des travaux. C'est ça aussi. Hein. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de suivi, mais c'est un point à l'ordre du jour dans le comité de la voirie, là, proche imminent. Là, devrait bien d'ici le prochain mois. Là. Et une dernière question, le suivi pour M. Stéphane Pilon, il demande est-ce qu'il y a un budget alloué à la préservation de vos bâtiments? Bien, il y a un budget alloué là, pour la gare, là, justement, là, l'étude architecturale là, du bâtiment. Pour ce qui est des travaux de la MRC, bien, ça se trouve à être dans leur budget à eux. Puis nous, ensuite de ça, on va sûrement passer une résolution qui va appuyer, dans le fond, les travaux qui vont se faire. Mais c'est comme un travaux de longue haleine. Là, ça ne se fera pas en un mois parce que la MRC couvre 23 municipalités. Mais on peut se compter chanceux parce qu'on a déjà des fiches pour nos bâtiments présentement qu'on peut se référer à eux. Puis ce n'est pas seulement sur les bâtiments municipaux, là, c'est sur l'ensemble des bâtiments patrimoniaux de la municipalité. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, c'est terminé. Parfait. Donc, à tour de rôle, les membres du conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. Alors, on me dit que je commençais toujours par le district numéro 1. On va maintenant aller avec le district numéro 6. Monsieur Alain Lapointe. Bon, bien, merci beaucoup pour me laisser le droit de parole en premier. J'ai toujours le dernier à pouvoir discuter. Bien, ça donne que, bien, en partant, bien, je vous souhaite une bonne année. Puis là, on a plusieurs dossiers qui sont des pains chauds, là, qui sont sur la planche. On a hâte que les comités recommencent, là, parce que, puis, justement, on a justement un atelier là, sur la revitalisation de la rue Saint-Jean-Baptiste
à la fin du mois. Fait que ça progresse dans cette direction-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être cet atelier. C'est toujours très intéressant. Puis tous les citoyens sont invités. Ça, c'est pour un point. Pour ce qui est du restant, là, ben, ça a l'air à bien aller. Là. Les fêtes viennent de se terminer. Il n'y a pas trop eu de grabuge. La ville, elle se tient encore debout. Ça fait que pour moi, tout va bien jusqu'à la prochaine réunion. Ça fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. C'est toujours plaisant pour nous de constater que l'intérêt des gens est toujours là pour les affaires municipales. De mon côté, je n'ai pas beaucoup de développement, comme vous le savez, avec la période des fêtes. Ça, il n'y a pas eu beaucoup de comités, là, puis de réunions. Donc, j'en profite pour vous souhaiter bonne année à tous. Et puis, je vous invite à la prochaine réunion. On aura probablement plus d'informations à vous transmettre. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, du district numéro 4. Donc, moi, j'avais de la communication pour le comité des loisirs. J'ai commencé avec ça. On m'a passé. Puis, c'est Glisse et Réglisse. Glisse et Réglisse, ça va être le 1er février de 11h à 16h. Autre activité, là, on a le retour du patin à Collège Bourget les dimanches de 17h à 18h. Mais également, on a une nouvelle attache pour notre remorque de tracteur qu'on a mis dans le parc. On a un vrai Zamboni arrière dans le tracteur qui maintenant il peut faire une belle glace. Donc, présentement, avec le froid et tout ça, là, des redoux, pas de redoux, c'est vraiment froid. Là. C'est une très belle glace que vous pouvez l'essayer présentement. Là. C'est vraiment une glace. À comparer les autres années, c'était un bidon qui faisait couler de l'eau. C'est vraiment une machine qui va couper, il va vraiment venir niveler la glace. C'est une très belle amélioration. Puis, profitez-en présentement, même s'il fait froid. Mais sinon, c'est pour les gens qui aiment moins l'extérieur le dimanche qu'on a cette chance-là. Mais moi aussi également, un retour des vacances et tout ça. Ben moi, je l'ai juste souligné, écoute, merci aux employés parce que depuis le budget et tout ça, là, puis même avant ça, vous faites un excellent travail avec, on va dire, dans un climat qui n'est pas évident, on va dire, parce qu'il manque des ressources présentement. Aujourd'hui, on a engagé une nouvelle personne des ressources humaines qui va revenir. C'est la réalité, il y a des gens qui quittent, qui vont de nouveaux emplois, mais en période de budget, plus que jamais, vous avez vraiment fait un très bon travail avec notre ressource. Donc, je voulais juste vraiment vous remercier pour vos efforts à tout le monde, nos employés, puis juste pour vous dire que le conseil est vraiment... on cherche une solution pour vraiment trouver rapidement, là, pour qu'on puisse retrouver un équilibre, mais aussi une redondance, que dans le cas que ça se reproduise, mais qu'on ait des gens qui soient en place, puis qu'il n'y ait pas vous que vous ressentez la chaleur, justement. Donc, un grand merci, puis merci d'être patient encore. Je voulais juste le souligner. Merci à vous dans la salle. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Noël, du district numéro 3. Bonsoir, merci de votre présence et également merci pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. En commençant, j'aimerais remercier Mme Catherine Larose, membre citoyenne du CCU, pour, je crois que ça fait 3 ans qu'elle est sur le comité, pour son excellent travail. Je voulais aussi féliciter personnellement M. Élie Forêt pour sa nomination. Les autres points que je voulais aborder, vous allez me trouver redondant, c'est souvent la même chose. Il y a des limites de vitesse. Depuis 1974, au Canada, on est en métrique. Les chiffres qui sont inscrits sur les pancartes sont en métrique et non sont en kilomètres-heure et non pas en milles à l'heure. Moi, je reste sur le chemin de la baie à l'endroit où ça change de Hawaï à l'Alaska, dans l'espace de la longueur de mon terrain, soit environ 150 pieds. Vous passez devant chez moi, il n'y a pas un brin de vent, la route est belle, vous arrivez à l'autre bout de mon terrain, c'est sur la glace bleue, il y a de la poudrerie. Il y a des gens qui passent à 95, 100 et même 120 km/h. Il y en a qui vont prendre le champ à un moment donné. C'est pas compliqué, ralentissez. Surtout dans les tempêtes de neige, il y a des gens qui déneigent les entrées, il y a les tracteurs qui rentrent, qui sortent des entrées pour le déneigement. Il y a quelqu'un qui va se rencontrer un tracteur. Je peux vous garantir que des tracteurs de déneigement contre une voiture et même une camionnette, vous ne gagnerez pas contre un tracteur de déneigement qui a les roues lestées. C'est pas mal plus pesant que votre véhicule. Je peux vous le dire personnellement, mon frère, quand on était jeune, a déjà envoyé une voiture dans le champ parce qu'il a juste tapé la roue du tracteur et le type a fait un méchant bout dans le champ. Faites attention, c'est dangereux. Ralentissez surtout en période hivernale, s'il vous plaît. Les routes ne sont pas toujours complètement sur l'asphalte. Ça dépend des zones avec du vent. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Meunier, du district numéro 1. Oui, merci.
Bonsoir tout le monde, à nouveau. Merci d'être présent. Merci à ceux qui nous suivent en direct ou en différé. Moi, d'abord, juste avant Noël, on a adopté le budget et le programme triennal d'immobilisation. Comme je l'ai mentionné à la séance extraordinaire, je tiens aussi à répéter, là, en fait, des choses que je dis depuis quelques temps, là. Il y a beaucoup d'investissements qu'on ne fait pas et qui font en sorte que on ne récupère pas ou on ne rattrape pas le retard d'investissement qu'on a dans nos infrastructures, dans nos actifs. Un des enjeux qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de visibilité sur tous ces investissements qu'on doit faire justement pour entretenir nos infrastructures. Et en 2025 et pour les prochaines années, on a des beaux défis à relever justement pour mieux comprendre tout ce qu'il y a à faire comme travail et de telle sorte que lorsqu'on fera notre prochain budget, notre prochain PTI, on soit mieux éclairé, on ait plus de visibilité pour prioriser les investissements qu'on doit faire. Donc, c'est beau. On n'a pas eu beaucoup d'augmentation de taxes depuis qu'on a été élu. Tant mieux, j'en suis bien heureux aussi. Mais il ne faut pas oublier que l'argent accumulé qu'on a dans le compte de banque, qui est peut-être 3 fois plus élevé que ce qu'on avait lorsqu'on est arrivé, cet argent-là, elle doit servir à entretenir notre maison, notre ville, nos infrastructures. On va en reparler dans les prochains mois. On a entendu des citoyens parler là, de la séance de consultation, la dernière séance de consultation publique. Il n'y a pas eu beaucoup en fait, il n'y a pas eu personne qui s'est présenté, mais je sais effectivement que la Ville fait ce qu'il faut en termes légaux pour appeler les citoyens là, à participer à ces séances-là. En tout respect pour nos employés à qui je sais, là, comme M. Ménard mentionne, là, dans les circonstances, font un travail remarquable, mais je suis, comme élu de la Ville, mal à l'aise avec le fait qu'on n'informe pas assez nos citoyens lorsqu'on fait une consultation publique. Donc, sachez que ça me préoccupe, que je vais travailler pour qu'on améliore cette situation-là encore, autant que possible. Pour ce qui est du partage d'informations, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'on puisse communiquer, échanger, dialoguer, puis avoir vos opinions, vos avis. Moi, je suis très embarrassé ce soir quand j'entends des commentaires, puis qu'il y a des choses auxquelles moi, je n'ai pas pensé, ou peut-être pas de la même manière, sous un autre angle. Et puis là, j'entends ce soir en séance publique. J'aurais aimé ça l'entendre avant pour pouvoir débattre entre nous au Conseil, mais avec vous aussi, les citoyens, parce que vous êtes chacun des experts dans votre domaine, puis vous nous apportez des façons de voir qui sont importantes pour nos réflexions. Donc, parce que comme moi, vous manquez d'informations, vous essayez d'avoir l'information, ce n'est pas toujours facilement accessible, on doit passer par le processus de demande d'accès à l'information, n'hésitez pas à le faire. Je veux dire, faites-le pas pour submerger l'administration, mais n'hésitez pas à le faire. Puis si vous avez un refus après dans votre demande d'accès à l'information, vous pouvez toujours demander une révision à la Commission à l'accès à l'information à Québec. Puis, tant mieux, je pense que plus on aura l'information, plus on sera transparent, plus on sera capable de mieux travailler tout le monde ensemble. Finalement, pour ce qui est du moratoire, là, M. Leduc, vous n'êtes pas le premier à poser des questions là-dessus. Vous avez, si j'ai bien compris, suggéré peut-être une autre façon de faire, une solution en attendant, temporaire. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à proposer des solutions innovantes, créatives, qui respectent en tout là, notre environnement puis les objectifs de rejet environnementaux là, du ministère. Mais n'hésitez pas. Puis, si nous, les élus, parce qu'on va travailler fort pour lever ce moratoire-là le plus vite possible. Mais entre-temps, si on est capable de faire des choses pour vous permettre de nous présenter des projets intéressants qui respectent en tout les valeurs de nos citoyens puis notre vision, même si elle n'est pas tout à fait claire, mais, et qu'en même temps, on protège l'environnement, on va en parler entre nous. Mais proposez-nous des choses, on est bien ouvert à ça. Madame la mairesse, j'imagine que vous allez dire un mot sur M. Martin en terminant, parce que sinon, je vais en dire un petit. Je peux? Bon. Vous allez mentionner quelque chose?
OK. Alors, juste avant que vous le fassiez, d'abord, je veux... Parfait. Alors, vous le saluerez pour nous tous, s'il vous plaît. Puis, je veux simplement, M. Martin, qui nous entend, peut-être pas maintenant, mais qui va certainement nous entendre. Maintenant, bon, mais tant mieux. Je suis allé, Mme la mairesse est très proche de M. Martin, puis d'ailleurs, je vous ai remercié, Mme la mairesse, parce que c'est beau ce que vous faites, puis c'est bien, puis je sais que c'est prenant, c'est émotivement aussi... bon, mais bravo pour d'être là, puis je suis aussi allé voir M. Martin, puis je veux seulement souligner votre courage, M. Martin, c'est formidable, c'est admirable, et puis c'est une inspiration pour nous tous. Alors, vous n'êtes pas ici à côté de nous ce soir, mais vous êtes avec nous quand même. Merci. Merci beaucoup, M. Meunier. Donc, oui, effectivement, pour terminer, parler de M. Martin. J'espère que vous nous écoutez encore, que vous n'êtes pas trop fatigué. Je pense à vous fort. Comme M. Meunier l'a mentionné, on se voit, on se FaceTime, on se voit, on se parle. M. Martin et moi, ça fait quand même 7 ans passés qu'on travaille ensemble à tous les jours. On se parle à tous les jours. Si c'est le matin, l'après-midi, le soir, les fins de semaine, on pense à quelque chose, on s'appelle, on se parle. On ne parle pas juste de la ville, on parle de tout. Donc, on a développé une grande amitié. Donc, ça me touche profondément ce qu'il vit présentement. Je lui envoie toutes les ondes positives. C'est une force de la nature. On sent la résilience. Monsieur Martin, je vous aime beaucoup. Puis, j'espère que je vais pouvoir profiter des bons moments encore avec vous. Sur ce, moi aussi, je voudrais vous souhaiter la bonne année à tout le monde. Comme Kevin l'a dit tantôt, là, l'élaboration du budget a été très difficile cette année. On a eu de l'aide de tous les employés. Donc, oui, je voudrais remercier chacun d'entre eux qui ont touché de près et de loin, qui ont amené des bras, qui ont amené leurs idées, leur façon de faire qu'il y avait dans d'autres milieux. Ils ont tout donné pour arriver au 18 de décembre là, avec un beau budget. Je comprends, M. Meunier, de dire qu'il faut investir. On le fait depuis les 3 dernières années. On le fait plus que jamais dans nos infrastructures de rue, dans nos infrastructures de bâtiments. Je n'ai jamais vu autant d'actions qui a été fait là, présentement. Nous, en tout cas, je vais parler pour moi, là, ça a toujours été de maintenir nos infrastructures, mais sans égorger le citoyen. Donc, c'est important pour moi de ne pas vivre des augmentations comme qu'on a eues par le passé. Les augmentations demeurent et restent. Donc, c'est important, oui, d'utiliser le surplus non affecté à bon escient sur des projets communs, des projets qui vont servir sur du long terme aussi. C'est sûr que ça se peut que vous soyez interpellés aussi dans divers dossiers, donc forcément, on va avoir besoin de votre aide. C'est difficile d'aller chercher l'aide des gens. J'espère qu'en 2025, vous allez lever la main et être présent. Donc, sur ce, je vais passer la parole à M. Pelletier pour la clôture de la séance. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h58. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci. Bonne soirée.